pour commencer, une question, je dirais, pas forcément simple, mais de contexte. Est-ce que vous pouvez, on fera peut-être un tour de table, nous expliquer un peu l'approche que vous avez entrepris sur l'IA générative, quelles sont les étapes que vous avez franchies et comment vous vous êtes organisé pour attaquer ce sujet-là. Peut-être Maxime pour commencer. Ouais, merci Yannick. Donc juste peut-être quelques mots sur Sodexo avant de commencer. Donc Sodexo, on sert 80 millions de consommateurs tous les jours dans plus de 30 000 sites, donc avec des sites qui sont très différents, des sites dans des entreprises, des sites dans des hôpitaux, des sites dans des stades, et dans 45 pays. Donc on opère dans 45 pays dans un modèle très décentralisé. Donc ce qui veut dire que la qualité de service fournie à nos consommateurs, elle est très dépendante de nos équipes opérationnelles sur site. Et en fait, quand on regarde ce qui est servi tous les jours auprès des 80 millions de collaborateurs, de consommateurs, c'est pas juste une question de cuisine, c'est aussi une question d'étapes en amont qui sont absolument critiques pour le succès de cette qualité de service. Et dans ces étapes, y a la compréhension des besoins des consommateurs, la prédiction de la demande pour mieux produire sur la base de cette demande, la mise à disposition du bon prix, l'optimisation de la supply, le partage auprès des consommateurs des bonnes informations pour qu'ils comprennent l'impact de ce qu'ils achètent sur la planète. Donc, quand on regarde l'ensemble de ces étapes, l'IA a un impact significatif sur l'optimisation de ces différents processus et dans une logique d'efficacité opérationnelle ou d'amélioration de la croissance. Et donc après, quand on zoome spécifiquement sur les sujets GenAI chez Sodexo, donc on les a adressés suivant 3 grands piliers. Le premier sur la construction d'une gouvernance et d'un modèle d'acculturation très proche, très local, donc très proche des régions et des pays, où l'enjeu, il est de 2 ordres. Le premier, c'est d'assurer que la manière dont les collaborateurs Sodexo, le business Sodexo fait des choix de solutions GenAI, on les aide à adresser ces choix pour limiter les risques pour l'entreprise. Donc on parlait de souveraineté juste avant, c'est un peu dans cette logique-là. Et le deuxième, c'est assurer qu'on a la bonne prise en compte de la conduite du changement et l'acculturation nécessaire auprès des collaborateurs pour bien utiliser ces solutions potentiellement packagées. La deuxième brique qu'on a mise en place, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation de solutions existantes dans des outils déployés à l'échelle, donc principalement Copilot. On a une logique de déploiement par vague. Et dans la partie Copilot, on parle de Copilot sur la suite Office 365 et la partie GitHub de Copilot. Et la troisième brique sur laquelle on travaille, c'est des cas d'usage spécifiques sur lesquels, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais on a targeté certaines fonctions Sodexo qui ont potentiellement un impact important de l'utilisation de la GenAI. Donc voilà, ça c'est les 3 briques. Peut-être juste rapidement sur la manière dont on s'est organisé. Donc GenAI est traité comme le reste des sujets IA chez Sodexo par une factory dédiée. La seule petite différence qu'on y apporte, c'est qu'on a un modèle de scoping et de proof of concept beaucoup plus rapide. Donc on a en gros une squad qui est dédiée à travailler avec des business locaux pour faire un scoping en quelques jours et un prototype en quelques jours pour pouvoir valider la valeur de l'IA générative. Très bien, c'est ce que ça recoupe avec ce que disait Andrea. Et toi, Renata? Alors, vous probablement le savez déjà, Total s'est transformé en Total Energy, une compagnie multi-énergie mondiale. Nous voyons que l'énergie que nous produisons et que nous rendons disponible à tous, elle doit changer profondément. Et le digital, il est un levier très important pour ce changement. Nous utilisons déjà l'IA depuis des années dans la compagnie et maintenant il y a l'IA générative aussi dans notre boîte à outils. Et quand on parle de IA générative, aujourd'hui, on se base sur 3 axes. Donc, les développements qui sont centrés sur des cas très spécifiques, des populations plus petites, des dizaines, voire des centaines de personnes, et qui sont développés chez nous avec nos équipes dans une gouvernance un peu plus fédérée dans la compagnie. Nous avons les solutions qui sont ces solutions du marché qu'on va probablement entraîner
pas entraînées, mais adaptées à nos bases de données industrielles. Ce sont des solutions comme GitHub Copilot ou en search augmenté. Et on a des solutions qu'on appelle des self-service, sont des solutions comme Microsoft Copilot. Là, on parle chez nous d'un déploiement à 30 000 collaborateurs. Pourquoi 30 000? Parce qu'ils sont nos collaborateurs qui utilisent les outils bureautiques. Sur 100 000, c'est ça? Sur 100 000 collaborateurs au monde. Donc, on a identifié qui sont les collaborateurs qui utilisent plus la suite Microsoft. Et ce sont 30% de la compagnie. Voilà. Et on a mis ces targets des déploiements de cette solution. Aujourd'hui, on positionne Microsoft Copilot comme un outil de créativité, de synthèse. Donc, c'est dans cette cible qu'on va travailler. Et ce qui est très important aussi, c'est que on a commencé par mettre les briques qui parlent de gouvernance et stratégie GenAI dans la compagnie. Donc, bien identifier, bien clarifier ce qui était possible et interdit dans la compagnie avec nos données de Total Energy. Donc, au moment qu'on a fait ça, bien sûr, c'était vers juin, juillet de l'année dernière, quand tout le monde voulait utiliser ChatGPT. Donc, à ce moment, on a déjà coupé les accès et donné à tout le monde accès à ce qui s'appelait Bing Chat Enterprise à l'époque. Donc, voilà, on a remplacé ChatGPT par un environnement sécurisé où tout le monde avait accès. Donc, ça a déjà calmé les esprits. Et en parallèle, on a commencé aussi un test, un pilote de la suite Copilot avec 300 collaborateurs de l'entreprise. Il n'y avait pas un profil spécial. On a choisi 300 personnes qui étaient très enthousiastes de technologie et on a testé pendant 4 mois quelle est la valeur qu'il pourrait en sortir de cet outil. Les résultats ils étaient très positifs. Et donc, notre PDG a annoncé en février dernier qu'on allait faire ces déploiements à 30 000 collaborateurs. Et donc, maintenant, on passe à l'échelle. On a vu avec les tests que la formation, elle est clé. Donc, il faut accompagner l'utilisateur parce que ce n'est pas naturel pour nous de avoir déjà ces compagnons qu'on va poser des questions. Normalement, on ne pose pas des questions, on va direct à l'action. Donc, repenser la façon de travailler, c'était quelque chose qu'on voulait accompagner nos collaborateurs. Donc, on a créé une formation. Et aujourd'hui, donc, on a déjà formé 1000 top managers de la compagnie, toujours sur des petits groupes de 10 personnes, avec un formateur qui est, pour ces 1000 top managers, c'était un collaborateur interne, par exemple, qui a participé du pilote. On montre toujours des cas pratiques. On fait c'est un moment qu'on mélange un peu les métiers et on peut partager ce qui nous a apporté de la valeur. On peut poser des questions. C'est vraiment un petit groupe très convivial et ça a été très apprécié. Et maintenant, on continue le passage à l'échelle jusqu'à former 30 000 personnes. Très clair. Et toi, Claire, alors je sais que du coup, vous n'êtes pas forcément le même type d'acteurs chez Malt. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton approche, notamment avec ta plateforme? Ouais, alors Malt, c'est du coup une marketplace online qui permet à des entreprises de toutes les tailles d'aller devenir et de chercher des freelances. Donc Airbnb pour les freelances, pour l'image. Et c'est une boîte qui a 10 ans, qui est digital native, donc forcément il y a une approche un petit peu différente des choses. L'IA chez Malt, en fait, ça commence en 2019. Parce qu'on commence à avoir une scale en fait, qui fait que quand tu arrives et que tu cherches sur le site, tu as tellement de freelance que le machine learning commence à faire sens. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 freelances et donc on a finalement un matching qui est assez state of the art, je dirais, en termes d'architecture de matching et de deep learning. Donc moi, quand je suis arrivée dans la boîte il y a 1 an, il y avait déjà, 1 an et demi, il y avait déjà du coup une équipe d'IA, il y avait déjà des choses en IA mis en place. Donc
donc, avec l'IA génératif, en fait, il y a vraiment eu, je dirais, deux tracks of work assez différentes, portées par des personnes différentes dans mon équipe. Quelque chose qui sont une première qui était très sur ces questions stratégiques de matching et dans le produit. Donc, en fait, en quoi les LLM sont intéressants dans le matching, mais en fait, ça va nous aider à transformer des datas non structurées de description, d'expérience, etc., en finalement des features de compétences. Quelqu'un écrit peut-être machine learning sur son profil, pas data science, mais si le client tape data science, en fait, on a une sorte de similarité. On peut mieux comprendre qui les gens sont, leurs compétences. Et ça va être un input ensuite dans notre modèle de matching. Et puis ensuite, on a des développements produits où on va utiliser du coup l'IA pour faciliter la captation du besoin client, etc. Et il y a une autre track of work finalement qui est venue vraiment avec l'explosion ChatGPT, etc. Et je pense que du coup vous avez tous et que vous avez aussi décrit. Et du coup, forcément, en interne, il y a des gens, ils étaient excités par la techno, ils commencent à l'utiliser, donc besoin de cadrer ça. Et puis, assez rapidement, moi, j'ai ce cas d'usage, cette application en tête. Et puis, puis moi, j'ai aussi ce cas d'usage en tête. Et donc, l'année dernière, en fait, on s'est dit, on va prioriser de façon classique, comme on le fait sur le produit, selon l'impact, etc. Puis, on a commencé à construire un premier agent interne, donc avec le contexte de l'équipe, etc. Puis finalement, quand je regardais la vitesse à laquelle on allait, je me dis, franchement, on est assez lent. En fait, je vais devoir recruter beaucoup en 2024 par rapport à tout ce que les gens veulent faire. Et donc, on s'est dit, on va pivoter l'approche. En fait, il faut que l'équipe, elle construise plutôt une plateforme pour permettre aux autres d'aller tester et développer leurs agents. Et donc, à ce moment-là, on a commencé un partenariat avec Dust. On a construire une petite couche on top of Dust. Et l'idée, c'était vraiment de dire, va falloir en fait fournir les agents as a platform. Nous, maximum, on prend une demi-heure pour te montrer comment faire. Mais en vrai, c'est la personne dans l'équipe qui va en fait set up son agent, set up son prompt, etc., son contexte, connecter à son Google Docs, son Notion, son Slack, ses documents, ce qu'elle veut. Et puis ensuite, c'est elle qui va le maintenir en fait, l'agent. Nous, ce qu'on a construit, c'est la couche qui permet en fait d'aller noter les réponses, même d'utiliser des LLM pour en fait évaluer les agents, etc. Ce qui sont des questions pas faciles. Je sais qu'il y a une session avec Giscard aussi qui fait des trucs intéressants sur le sujet. C'est Jean-Marie. Et ça nous a permis vraiment de scaler et en fait de voir que les équipes ont créé des choses assez surprenantes. Je pense que ce sera peut-être le sens de ta question. Et là, la vision sur les prochains trimestres, mois, trimestres, selon à la vitesse à laquelle l'écosystème évolue, pour moi, c'est vraiment en fait de fournir du coup des workflows agents ou des workflows avec l'IA qui permet d'automatiser en fait au-delà vraiment d'un assistant as a platform, as a service en fait pour les équipes. Aujourd'hui, on prend quelques cas d'usage vraiment stratégiques, donc customer support, vraiment c'est le premier, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Avec des résultats intéressants parce qu'en fait, les emails étaient super bien. Donc, la personne responsable de ce workflow nous a dit en fait, les emails sont mieux que n'importe quel email qu'aurait écrit mon équipe. Puis, on a eu une réponse d'un client qui nous avait dit bon, votre email, il est bien, mais j'aime pas recevoir un email d'une IA. Donc, voilà, plein de learning là-dessus. Mais moi, je suis vraiment curieuse de voir comment on arrive en fait à, en low-code, no-code, permettre en fait à chaque équipe ensuite de construire ses agents. Et là, c'est le futur, on n'y est pas encore tout à fait. Ok, très clair. Et puis en plus, du coup, toi, tu as eu une approche make or buy où tu t'appuies sur Dust pour faire tous tes connecteurs qui sont gérés et actualisés. Et ensuite, une approche plus make sur la partie assistant. Peut-être, Maxime, sur les quelques cas d'usage que tu pourrais nous mentionner, plutôt en make, et quelles sont les fonctions finalement que vous avez priorisées chez Sodexo ? Peut-être je peux parler de deux macro cas d'usage. Déjà dans la manière dont on a priorisé les fonctions, on était finalement beaucoup plus opportuniste que ce qu'on a pu être dans une logique d'IA legacy, donc où on a pris moins de temps à réfléchir sur quelles étaient les grandes poches de valeur, mais plutôt être dans une logique de test and learn rapide. Et dans ce contexte, on a donc deux cas d'usage un peu clés parmi ceux qu'on porte. Le premier, c'est tout ce qui est lié
au sales augmenté, donc un peu dans la même logique de ce qui a été décrit par Andrea chez Edenred, donc avec 2 sous-cas d'usage. La compréhension du marché, donc comment on récupère des données permettant de qualifier les prospects à prioriser. Et le deuxième sous-cas d'usage lié à la manière dont on peut automatiser, améliorer l'efficacité du sales quand il construit la proposition commerciale. Donc Sodexo, encore une fois, c'est une entreprise qui vend des services à d'autres entreprises. Donc on a des cycles assez longs de vente de ces services via des RFP. Donc avec en particulier beaucoup de questions qui sont standards, mais pas tout le temps exactement pareil. Donc comment on peut automatiser et rendre plus efficace la réponse à ces questions, tout en donnant, en y imposant la stratégie commerciale liée au compte. Donc ça, c'est un premier macro cas d'usage. Et le deuxième, qui est aussi un peu lié à ce que décrivait Andrea sur la partie data management, donc on voit beaucoup d'opportunités sur des sujets de matching, des sujets de cleaning de données, donc nous qui nous intéressons en particulier sur la construction de catalogues produits, sur l'enrichissement de la donnée supply, puisque c'est une donnée qui est absolument critique dans notre stratégie d'optimisation. Donc voilà, ça vous donne un peu les grands piliers. Super. Et toi, Renata, les cas d'usage du coup? Alors, si on parle de développement, par exemple, on a déjà lancé des chatbots pour simplifier la communication avec nos clients ou même nos collaborateurs. Nous avons des cas d'usage un peu plus classiques avec des solutions de marché, avec GitHub Copilot pour aider les développeurs à coder plus rapidement. Ils codent beaucoup plus de lignes. Il y a un pro et un con. Mais bon. Quand on parle de Copilot qui va être vraiment, largement déployé dans la compagnie, comme je disais, c'était positionné chez nous comme un outil de créativité. Donc, on le voit sur les brainstorming. Il y a aussi les cas d'usage de synthèse comme les comptes rendus de réunions Teams, c'est magique. Il faut l'utiliser. Mais quand on parle de ça, on parle de performance, efficacité et tout, mais il y a cet autre côté des cas d'usage qui parfois on oublie, qui a un côté un peu plus humain, bien-être au travail, donc la réduction du stress de voir une page blanche ou même les stress de communiquer bien dans un environnement qui est multilangue par défaut. Donc, pouvoir écrire un mail à un directeur très formel en français, parfait, c'est pas pour tout le monde. Donc, avoir ces outils qui peuvent nous aider, c'est important. Et je pense qu'en plus de gagner du temps, il y a aussi les bien-être qu'il faut prendre en compte. Très bien, très clair. Et toi, Claire, du coup, sur ce cas d'usage de matching, est-ce que tu peux un peu plus détailler? Oui, alors c'est intéressant parce que je pense que c'est clair pour l'audience, mais souvent les gens sont surpris quand j'explique qu'il y a 2 types de LLM. Il y a des LLM qui sont vraiment entraînés pour la génération de texte, et c'est vraiment ceux qui prennent toute la place médiatique, même dans les confs, etc. Et nous, en fait, sur le matching, c'est un autre type d'LLM qui nous intéresse, c'est ceux qui sont vraiment entraînés sur la similarité sémantique. D'ailleurs, c'est comme ça que BERT a initialement été créé par Google. C'était vraiment pour la traduction. Et là, on est plus, en fait, on essaye de voir à quel point les mots sont distants les uns des autres. Et là, il y a vraiment des applications, des cas d'usage vraiment super intéressants et très riches. Donc, nous, dans le matching, on est vraiment sur ce type de LLM. Il y en a aussi des open source ou des payants, etc. Mais il y a des choses très, très intéressantes. Donc, nous, en fait, on a un LLM multilingual qui nous permet en fait de mieux comprendre en fait dans l'espace des compétences où se situent les gens, parce qu'en fait les gens se décrivent avec beaucoup de mots, et donc du coup en fait ces LLM nous permettent en fait d'avoir cette richesse de positionner les talents dans l'espace des compétences, pour faire simple. Et puis après, donc on va utiliser des LLM génératifs ou alors même des custom modèles un peu plus petits, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'LLM génératifs pour certains cas d'usage. Donc voilà, on a une feature où le client vient, soit upload un PDF d'un job qu'il a en interne, qui circule en externe, ou alors décrit son besoin. Et du coup, on va pré-remplir une sorte de brief pour lui, donc traduire ça dans c'est quel métier typiquement, quelles compétences, pré-remplir une description qui peut être attractive pour le freelance. Donc je pense qu'il y a dans l'espace de ce type de produit, ça devient commun. LinkedIn a lancé quelque chose d'assez similaire aussi. Et là, on est vraiment, ça dépend en fait ce qu'on va utiliser comme modèle derrière, mais l'IA générative, typiquement, on l'utilise pour la description,
Pour le reste, on est plutôt sur des approches hybrides et c'est les équipes qui vont construire. Par contre, en interne, on a été vachement surpris par les cas d'usage développés par les équipes. Donc, il y avait vraiment eu des cas d'usage similaires à ce que vous décrivez, des choses qui ont de l'impact sur le business. Donc, on voit sur le customer support, là, sur H2, l'équipe, elle a dit, je divise par 2 mes prédictions de staffing, en fait. Donc, on garde finalement la même base. On n'a pas besoin de recruter plus de gens par rapport à la scale. Des choses sur la productivité, où les gens avaient plein de questions sur le produit. On est dans 9 pays différents. Il y a des réglementations, des règles, plein de choses. Personne n'est 100% expert du produit. Ça leur fait gagner énormément de temps. Et puis, il y a des choses plus qui ont changé sur la façon de travailler des gens. Je ne sais pas s'il y a nécessairement un impact sur la productivité, etc. Mais ça a augmenté le niveau. Par exemple, notre VP Design, il a créé un assistant pour aider en fait son équipe à améliorer en fait les mots qu'ils utilisaient pour appeler certaines choses dans la feature. Et pareil avec le marketing, product marketing, ils ont créé en fait un assistant pour aider leurs équipes à pitcher. Voilà, jamais j'aurais pensé à ce cas d'usage. C'est hyper adopté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux équipes en interne en fait de se familiariser avec les choses. Et c'est des choses qu'ils utilisent au quotidien maintenant et qui ont changé leur façon de travailler. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un impact direct sur la bottom line du business, mais on voit en fait des cas d'usage que jamais moi j'aurais prédit il y a quelques mois. Merci Claire. Je vois que le temps passe, mais on va quand même prendre 2 minutes de plus pour répondre à la question. Demain, du coup, avec l'IA, tous augmentés, qu'est-ce que vous en pensez en faisant un petit tour de table ? Alors moi rapidement, la conviction qu'on a chez Sodexo, c'est que entreprise qui emploie plus de 400 000 personnes, il y a un énorme vivier et une énorme opportunité pour les équipes opérationnelles sur site, avec 2 cliquets. La capacité à les rendre plus efficaces et donc qui passent plus de temps en physique avec les consommateurs. Et l'autre cliquet, c'est la capacité à ce qu'au sein du site, grâce à l'IA générative, on puisse mieux customiser les recettes proposées aux consommateurs sur ce site. Donc vraiment passer d'un modèle très automatique et très systémique à un modèle très fin et spécifique au site. Je dirais qu'on pourra tous bénéficier de l'IA générative, mais ça ne va pas répondre à tous les cas d'usage. Il ne faut pas oublier que dans notre boîte à outils, on a des autres types d'IA qui vont peut-être être plus adaptés, ou même d'autres solutions qui vont être peut-être plus adaptées que l'IA générative. Donc, il ne faut pas trop miser. L'IA générative va tout résoudre. Mais on pourra sûrement l'utiliser soit pour des cas d'usage un peu plus anecdotiques, soit vraiment pour répondre à un besoin métier. Principe de pragmatisme et de réalisme. Alors toi Claire, du coup pour finir, je sais que chez Malt, vous avez fait une étude de tendance. Est-ce que tu peux nous partager 2-3 points clés, voire le message clé que tu souhaites partager ? Ouais, mon casquette, c'est data, du coup, et on a 700 000 freelances, 70 000 boîtes, du coup, on pose la question, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'on dit aux US, qu'il y a moins de demandes pour certaines catégories de métiers ? La réponse est non, on ne le voit pas encore, ou on ne le voit pas encore, donc trop tôt pour dire. Par contre, donc, je vous ai ramené une dizaine, pardon, c'est un peu lourd dans mon sac, mais d'ailleurs, je ne la reprendrai pas du coup, parce qu'ils sont trop lourds, mais si vous voulez, c'est dispo online, mais si vous ne voulez pas donner votre email à Malt, il y a une version papier. Et le long story short, en fait, on voit plutôt qu'il y a une forte adaptation des talents. Donc, les gens, en fait, qui soient tech ou non tech, se sont mis à l'IA. Donc, on voit en fait ça sur leur profil, des nouvelles compétences, etc. Et puis, explosion de la demande, bien sûr, sur l'IA. Donc, on décrit un peu quel type de profil et puis et des choses qui nous ont surprises aussi. Et chez les non-tech, on voit plutôt, en fait, par exemple, les designers qui mettent un petit peu de prompt, du ChatGPT sur leur profil vont en fait être ceux qui vont être maintenant plus choisis. Donc, on ne voit pas une baisse de la demande pour les experts SEO, pour les designers, etc., les créatifs, tous ces métiers-là qu'on dit at risk, mais c'est plutôt en fait les gens maintenant qui s'accompagnent des outils qui sont augmentés vont capter le marché. Très bien, merci à tous pour cette table ronde. Merci. Et on va passer à la prochaine table ronde.